La dernière fois, on a vu comment les informaticiens Vapnik et Chervonenkis ont su formaliser le concept de complexité d'une explication à travers la notion de dimension VC. Et on avait vu que la dimension VC permettait de formaliser la notion intuitive que si la complexité d'une explication est une petite fraction du nombre de données, alors la généralisation de l'explication à des données non observées ne sera pas trop mauvaise. Aujourd'hui, on va pousser cette notion un peu plus loin en parlant du théorème fondamental de l'apprentissage statistique. Ce théorème dit la chose suivante. Si la dimension VC n'est qu'une petite fraction du nombre de données d'apprentissage, alors il n'y aura pas trop de risque de trop grande surinterprétation. Donc en gros, ça dit à peu près la même chose que le théorème de Vapnik de l'épisode précédent. Mais j'ai choisi de quand même vous parler du théorème fondamental de l'apprentissage statistique parce qu'il est souvent considéré comme un monument de la théorie formelle du machine learning et de son approche rigoureuse. Et du coup, je pense qu'on pourrait me reprocher de ne pas en avoir parlé. Mais comme vous le sentez peut-être à ma voix, en fait, je suis pas particulièrement fan de ce théorème. Enfin, c'est clairement un magnifique théorème, mais je trouve qu'il ne mérite pas vraiment son titre de fondamental. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je vous expliquerai pourquoi est-ce que je pense cela, et ce sera sans doute la partie la plus intéressante de cette vidéo. Mais pour commencer, il nous faut d'abord comprendre ce théorème et sa formalisation rigoureuse qui repose sur une notion introduite par l'informaticien Leslie Valiant. Cette notion est l'apprentissage probablement approximativement correct, ou apprentissage PAC ou encore PAC Learning. Valiant remportera d'ailleurs le prix Turing de 2010, qui est un peu le prix Nobel de l'informatique, en partie pour avoir introduit la notion d'apprentissage PAC, mais aussi pour avoir introduit toute une théorie de l'apprentissage. De façon intuitive, l'apprentissage PAC formalise la notion de pas trop de risque de trop grande surinterprétation. Pour comprendre cela, il faut bien se rendre compte que le hasard fait qu'il y a toujours un risque de collecter des données qui ne sont absolument pas représentatives du phénomène étudié. Surtout si on ne collecte que peu de données, il y a toujours un risque que ces données nous conduisent à mal apprendre. Cependant, plus on collecte de données, plus intuitivement, la probabilité que ces données soient représentatives sera grande. C'est pour ça que même si on ne peut pas entièrement exclure la possibilité d'avoir des données non représentatives, quand on collecte suffisamment de données, on peut néanmoins affirmer que cette probabilité est faible. Tout ce que je décris là correspond au pas trop de risque dans la formulation pas trop de risque de trop grande surinterprétation et au mot probablement dans l'expression probablement approximativement correcte. Formellement, on a pris l'habitude de noter delta la probabilité que les données donnent vraiment n'importe quoi, et on va raisonner avec le cas beaucoup plus probable que ces données ne sont pas trop n'importe quoi. Techniquement, pour les matheux parmi vous, delta se détermine via les inégalités de concentration comme les inégalités de Chernoff, et correspond intuitivement à retirer les queues des distributions quasi normales qui sont des sommes d'un grand nombre de variables indépendantes. Ce genre d'astuce est vraiment omniprésent en théorie du machine learning. Toutefois, même si on a des données représentatives, il reste alors peu probable que l'on arrive à déterminer exactement la bonne explication des données. Et en particulier, si le chapeau d'explication est grand, alors il y a peu de chances que les données nous amènent à tirer la toute meilleure description qui est dans le chapeau. L'apprentissage PAC nous dit de ne pas faire la fine bouche et de nous satisfaire d'une explication quasi optimale, dans le sens où le taux d'erreur de l'explication qui a été sélectionnée ne doit pas être beaucoup plus grande que le taux d'erreur de l'explication optimale. Et on utilise typiquement la lettre epsilon pour mesurer l'écart entre l'explication qui a été sélectionnée et l'explication optimale. Si le taux d'erreur de l'explication qui a été sélectionnée est à moins d'epsilon du taux d'erreur de l'explication optimale, alors on dit que l'apprentissage est epsilon correct. On a tout ce qu'il faut pour formaliser la notion d'apprentissage probablement approximativement correct. On dit qu'un apprentissage est epsilon delta PAC. Si avec probabilité 1 moins delta lorsque je collecte les données, l'apprentissage va conduire à la sélection d'une explication qui est epsilon approximativement correcte. Littéralement, l'apprentissage sera 1 moins delta probablement epsilon approximativement correct. Je peux maintenant énoncer la version formelle du théorème fondamental de l'apprentissage statistique. Ce théorème dit que pour qu'un apprentissage soit delta epsilon PAC, il faut que le nombre de données d'entraînement soit de l'ordre de VC plus log de 1 sur delta, le tout divisé par epsilon carré. Où VC est bien sûr la dimension VC du chapeau d'explication. Ça, c'est ce que beaucoup appellent le théorème fondamental de l'apprentissage statistique. Sachant qu'en pratique les logarithmes jouent un rôle négligeable, ça veut dire que, comme le théorème de Vapnik l'affirme aussi, pour éviter un trop grand risque de trop grande surinterprétation, il faut que le nombre de données soit de l'ordre de VC divisé par epsilon carré. Donc si je prends une valeur de epsilon assez petite, disons 0,1, ça veut dire qu'il faut environ 100 fois plus de données que la dimension VC de notre chapeau d'explication. Ok, donc ça c'est un peu l'application directe du théorème. Mais je pense qu'il y a aussi des leçons philosophiques à tirer de ce théorème. En particulier, il me semble que ce théorème indique en quoi il est souhaitable que les sciences ne cherchent pas à découvrir la vérité. Oui, parce qu'une vérité fondamentale doit être en mesure d'expliquer toutes les données. Or, toute explication parfaite des données est quasi certaine de ne pas se généraliser.
Comme l'informatique théorique, la statistique nous invite à rejeter toute notion de vérité fondamentale et à sans doute davantage préférer le hashtag « tous les modèles sont faux, certains sont utiles ». Autre enseignement important de ce théorème, on ne peut jamais être garanti d'avoir évité la surinterprétation. Tant qu'il y aura de l'aléa dans nos données, il y aura toujours une probabilité que l'apprentissage se passe mal, même si vous avez pris toutes vos précautions dans la collecte de données. En particulier, il me semble que prendre en compte toute l'étendue de notre ignorance soit une étape indispensable à toute analyse de données, et en particulier que le langage des probabilités soit indispensable à toute philosophie du savoir. Ignorer les probabilités en épistémologie, c'est négliger les probabilités pourtant souvent non négligeables d'avoir des données non représentatives. Et toutes ces conclusions font du théorème fondamental de l'apprentissage statistique un théorème très intéressant. Mais il y a quand même des bémols à mettre à toutes ces interprétations du théorème fondamental de l'apprentissage statistique. Oui, parce que ce théorème est beau, mais il a aussi ses limites, et même beaucoup de limites. Pour commencer, ce théorème est une condition suffisante pour éviter la surinterprétation. Ça veut dire qu'il reste possible de ne pas être en régime de surinterprétation, quand bien même la dimension VC du chapeau est bien plus grande que le nombre de données auxquelles on a accès. Comme le chercheur en informatique Geoffrey Hinton en parle dans ce séminaire, ça semble d'ailleurs être le cas du cerveau humain. Souvenez-vous que l'on a estimé la taille du cerveau à 10 puissance 15 bits, et donc sa dimension VC est sans doute de l'ordre de 10 puissance 15 aussi, alors même que ce cerveau ne vit que 10 puissance 9 secondes. Notre cerveau semble en fait naturellement plutôt dans un régime de surinterprétation. Et alors oui, en effet, souvent, clairement, on surinterprète. Mais de là à dire que le cerveau humain surinterprète tout le temps, disons que c'est très discutable. Et dans de futurs épisodes, on verra que la méthode privilégiée des praticiens pour lutter contre la surinterprétation, ce n'est pas de réduire la dimension VC de leur modèle. Bref, le théorème fondamental est joli sur le papier, mais je ne suis pas sûr qu'il soit si pertinent en pratique. Une deuxième faiblesse majeure du théorème fondamental, c'est qu'il omet complètement la surinterprétation par biais de sélection dont on a pourtant parlé avec hygiène mentale. En effet, en pratique, il arrive très souvent que les données d'apprentissage soient biaisées par rapport aux données que l'algorithme rencontrera en pratique. Typiquement, les expériences de psychologie sont souvent réalisées sur des étudiants des universités occidentales, tout bêtement parce que ce sont les données qui sont accessibles aux chercheurs en psychologie. De même, l'un des plus grands problèmes de prédiction est celui des résultats des élections à partir de sondages. Sauf que l'on sait que les sondages sont des intentions de vote annoncées qui ont de bonnes chances d'être biaisées vis-à-vis des votes à venir. Vouloir trop coller aux données d'apprentissage, sans un modèle extérieur qui prend en compte ces biais dans les données, c'est sauter à pieds joints dans le piège de la surinterprétation et aboutir à une conclusion qui se généralisera très mal. D'un point de vue théorique, ce que je critique là revient à critiquer le fait que la distribution des données d'apprentissage soit la même que la distribution qui est utilisée pour juger du fait que l'explication retenue est bien epsilon approximativement correcte. Une troisième critique plus générale est le fait que le théorème fondamental repose sur le paradigme IID. IID, ça veut dire indépendant et identiquement distribué. Ça sous-entend notamment l'existence d'une loi de probabilité fondamentale, qui serait la vraie loi de probabilité dont on cherche des approximations. Alors, dans certains cas, c'est une hypothèse qui est très raisonnable. Mais bien souvent, les données sont corrélées, et la loi de probabilité qui les gouverne, si elle existe, peut varier en fonction de tout plein de paramètres. En fait, les trois critiques que je viens de dresser là ne sont pas du tout spécifiques au théorème fondamental de l'apprentissage statistique. Il s'agit d'une critique d'un formalisme plus global qui fait de nombreuses hypothèses communément admises, notamment en statistique, et que l'on appelle le fréquentisme. Et il y aurait énormément à dire sur le fréquentisme, sachant que c'est un petit peu l'anti-bayésianisme, le côté obscur de la force. Mais je vais laisser ça de côté pour aujourd'hui. Une quatrième limite du théorème fondamental, c'est qu'il ne précise pas comment choisir le chapeau à explication. Alors que le choix de ce chapeau, ce qui revient à se poser la question du choix de l'algorithme d'apprentissage, est précisément l'un des grands défis de la recherche actuelle. Et en particulier, l'une des grandes questions de la recherche actuelle, c'est de déterminer quelle est la bonne architecture d'un réseau de neurones artificiels. Enfin, une cinquième et dernière limite du théorème fondamental, c'est qu'il ignore toute notion de complexité algorithmique. Or, de nos jours, l'une des grandes limitations du machine learning est le fait que celui-ci soit très gourmand en calcul. Et en particulier, il faut absolument que nos algorithmes d'apprentissage soient assez rapides. Bref, l'étude théorique du machine learning, comme vous commencez à le comprendre, c'est compliqué. Et en particulier, toute cette théorie semble encore assez distante de ce que les praticiens du machine learning font vraiment en pratique. Ceci étant dit, le théorème fondamental de l'apprentissage statistique reste très pertinent puisqu'il met le doigt sur l'une des causes majeures de la surinterprétation. De façon grossière, si vous n'avez pas beaucoup moins de paramètres dans vos modèles qu'il n'y a de données sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, vous devez absolument vous demander si vous ne seriez pas en grave danger de surinterprétation.
J'espère que vous avez aimé cet épisode. Avant de passer aux réponses aux commentaires, une petite annonce puisque je serai à Lyon le lundi 26 mars en soirée où je donnerai une présentation sur les mathématiques de la démocratie. J'ai mis plus d'informations en description de cette vidéo. La dernière fois, on a parlé des explications ad hoc et de la dimension VC et vous êtes nombreux à avoir signalé que c'était pas facile à comprendre. En effet, on rentre sur des concepts qui sont pas évidents. J'ai envie de dire que si vous n'avez pas tout compris à la vidéo précédente, c'est pas grave, hein. Je pense qu'on a un peu cette idée à l'école qu'il faut absolument tout comprendre quand on parle de mathématiques. Mais bon, il y a des concepts qui sont difficiles en machine learning et du coup, bon bah c'est pas grave de pas tout comprendre. Je pense que ce qui était vraiment intéressant, c'est un peu l'idée intuitive que finalement plein d'explications ad hoc. Je pense notamment le fait que lorsqu'on sort une explication et qu'il y a une donnée que l'on découvre qui va à l'encontre de cette explication, on a tendance à ce moment-là à sortir une explication ad hoc. Et bien le fait de sortir de telles explications ad hoc, c'est une habitude à ne pas prendre ou en tout cas à ne s'autoriser qu'une fois toutes les 100 nouvelles données, quelque chose comme ça. C'est un petit peu cette idée globale qui est intéressante dans la vidéo précédente, ainsi que ce travail de formalisation pour passer de l'intuition à quelque chose de formalisé. Ladislas Nalborsic nous fait remarquer que des notions comme la dimension VC sont en fait intimement liées à d'autres notions utilisées en pratique, comme par exemple le critère d'information d'Akaike. L'occasion pour moi de souligner l'étendue de mon ignorance puisque je ne connaissais pas ce critère. Mais l'idée toute simple de ce critère, c'est de pénaliser le fait qu'un modèle est trop complexe. Donc d'une part, on veut qu'il explique bien les données. Donc ça, c'est le terme log n qui s'appelle aussi la log vraisemblance et dont on parlera mais pas aujourd'hui. Donc maximiser la log vraisemblance est quelque chose de très classique en statistique, mais pour éviter d'avoir des modèles trop complexes, ce que propose Akaike, c'est de pénaliser les modèles trop compliqués en introduisant notamment une pénalité égale au nombre de paramètres du modèle. En effet, ça c'est une très bonne idée et c'est en fait intimement lié à un truc qu'on verra dans une future vidéo qui s'appelle la régression lasso, et c'est également intimement lié à des notions de bayésianisme et notamment d'a priori bayésien et d'induction de Solomonoff. Dans tous ces cas, ce qui est amusant, c'est de voir que dans ces modèles de machine learning ou d'apprentissage statistique qui sont très mathématiques a priori, en fait on voit surgir très naturellement le concept de rasoir d'Occam, que l'on appelle aussi le principe de parcimonie, qui dit que les modèles trop compliqués en fait sont d'une certaine manière mauvais parce qu'en fait ils conduisent à la surinterprétation et du coup à des modèles qui se généralisent en fait très mal. Axis Schur et Skippyland font remarquer qu'en fait il y a déjà une excellente vidéo sur YouTube qui montre très bien tout ce travail qu'il faut faire pour rendre des jolis théorèmes vrais, et cette vidéo c'est une excellente vidéo d'LJ que je recommande vivement sur le théorème de Bézout qui apparemment est le théorème préféré d'LJ, donc ça vaut vraiment le coup et c'est particulièrement intéressant de voir comment un théorème faux peut être rendu en un théorème vrai à condition de le bidouiller un peu comme il faut, tout en essayant de coller encore à l'intuition originale. Tout ce travail est quelque chose que je trouve absolument fascinant. Et en fait, je dirais même que c'est ce que je préfère en mathématiques. Walao fait remarquer que être grammaire nazie des notations mathématiques, en fait, ça a du bon, puisque par exemple, si on a une hauteur, et ben, autant l'appeler h, et si on a un rayon, autant l'appeler r, plutôt que d'intervertir les notations, quelqu'un, on se retrouve vite avec des trucs qui sont illisibles, en tout cas pour les mathématiciens entraînés. Et en effet, utiliser les bonnes notations, c'est un peu comme utiliser le bon langage, les bons mots pour exprimer une idée. C'est quelque chose qui facilite beaucoup la transmission de la connaissance, mais également la transmission des intuitions, la réflexion également autour des idées. Ça évite de s'embrouiller avec des détails qui ne sont en fait que des détails. Ceci étant dit, comme le fait très bien remarquer hydroxychloride, ceci a aussi la mauvaise conséquence que des étudiants qui ne sont entraînés qu'avec un seul formalisme et qui ne sortent jamais de ce formalisme peuvent être complètement perdus dès que l'on change un tout petit peu le formalisme, dès qu'on remplace par exemple des x ou un y. Ouais, j'avais un ami qui aimait dire de ses étudiants que faire une somme de 1 jusqu'à n, ça ils savent faire, mais de 1 jusqu'à k, ils sont complètement perdus. Et c'est vraiment ça qu'il faut absolument éviter dans l'apprentissage mathématique, cette dépendance vraiment à la notation, et ça devient en fait particulièrement pertinent quand on regarde dans les recherches interdisciplinaires, puisque voilà, les physiciens vont utiliser certaines notations, les mathématiciens d'autres notations, les informaticiens d'autres notations encore, et puis ça peut même varier à l'intérieur d'une communauté. Peut-être que les cryptographes vont pas utiliser les mêmes notations que les chercheurs en machine learning, qui vont pas utiliser les mêmes notations que les chercheurs en théorie de la complexité informatique. Bref, il faut bien se rendre compte que les notations que l'on utilise, c'est des notations qu'on utilise à un moment donné parce que c'est pratique pour nous à ce moment-là, mais du coup il y a de très bonnes chances que d'autres personnes utiliseront d'autres notations, et il faut être capable de voir que des formules écrites de manière différente sont en fait équivalentes, et pour cela je pense que c'est pas une si mauvaise habitude que de raisonner avec des symboles qui sont pas toujours les mêmes et essayer d'être à l'aise avec ces notations abstraites plutôt que de s'enfermer dans ses propres notations.
D'une certaine manière, ça revient un petit peu à la différence entre apprendre et comprendre. D'une certaine manière, tant qu'on est capable d'exprimer ses idées qu'avec les symboles que l'on a appris, eh bien, j'ai envie de dire qu'on ne comprend pas vraiment la nature des choses que l'on manipule. Hey, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. La prochaine fois, on va parler de quelque chose que je trouve ultra important, qui est vraiment peut-être le truc le plus important à savoir dans toutes les statistiques et qui est très peu enseigné et surtout très peu compris des gens qui ont appris pourtant les statistiques. Par exemple, le statisticien Larry Wasserman dit de ce dont on va parler la semaine prochaine, qu'il s'agit de quelque chose de très confondant. Oui, je sais que ce mot n'existe pas, mais j'ai eu l'autorisation de Monsieur Phi de l'utiliser dans un épisode d'Axiom, y compris pour des statisticiens bien formés. Et pour illustrer ce dont on va parler la semaine prochaine, imaginez l'exemple suivant. Supposons qu'il y a deux joueurs de football qui jouent dans la même équipe, et supposons que lorsque le joueur A joue, son équipe gagne 80% du temps, et supposons que lorsque le joueur B joue, son équipe gagne 50% du temps. Est-ce que ça veut vraiment dire, est-ce qu'on peut conclure que le joueur A est du coup meilleur que le joueur B? Je vous invite à réfléchir à cette question et à vous demander pourquoi est-ce que cette conclusion serait peut-être prématurée. Oui, parce que bien sûr, il y a un petit piège. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le liker, à le commenter, à le partager. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci aux tipeurs pour leur don et j'espère que vous serez là la prochaine fois. We assume is that this distribution that the data of the sample set are drawn from is the same as the probability distribution that we use to judge the quality of our prediction function. So it's the same as the distribution that X here is drawn from. This may not be adequate in practice. It might be that a lot of the data that we collect are like easy to collect data, and if the data that we collect are easy to collect, they may not correspond to the actual distribution of the data that we are really interested in practice. The proof relies on two lemmas. The first one is the lemma by Power, Shelah, and Pearls. It asserts that if the VC dimension is finite, then the number of restrictions of hypothesis of H to subsets of size m, which we shall call tau of m, grows polynomially with m. This is really a remarkable, lovely lemma.